Chers amis du Club des Amants Noirs, bienvenue dans cette nouvelle émission. Très heureux de vous retrouver. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour, monsieur. Je le disais la dernière fois, vous êtes l'auteur d'un ouvrage récent, Les Vertus méditées aux éditions Via Romana. Donc c'est un livre que, évidemment, nous conseillons vivement. C'est une méditation, c'est une présentation en fait de ce qu'est la vertu en général et des grandes vertus cardinales et théologales. Oui, mais ce n'est pas du tout un traité théologique, hein. C'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est pour rassurer ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. N'hésitez pas à en faire votre lecture de carême. C'est pas une pénitence non plus. J'accueille, je vais continuer. Également Guillaume de Thieulois. Bonjour Philippe et bonjour aux éditeurs. Merci de votre présence. À côté de moi, à ma gauche, l'abbé Marc Gelfucci, monsieur l'abbé ou monsieur le chanoine, puisque vous portez ce titre également. Bonjour. D'accord, on va pas insister sur cette thématique. Et puis l'abbé Claude Barthes. L'extrême gauche. Comme il va de soi, à l'extrême gauche, et tout de suite vous entrez dans le vif du sujet par le positionnement politique en fait. Non, aujourd'hui nous allons parler, si vous voulez bien, je vais vous faire parler de la constitutionnalisation de l'avortement. Peut-être que je vais donner la parole d'ailleurs à Guillaume de Thieulois pour qu'il nous rappelle pourquoi nous sommes confrontés à ce sujet, en fait. Qu'est-ce qui a amené la France, plus exactement le personnel politique français, et peut-être plus précisément le gouvernement, à vouloir inscrire dans la Constitution de la Ve République révisée un certain nombre de fois déjà, cette question de l'avortement. Alors, le déclencheur, ça a été le renversement de la jurisprudence de la Cour suprême aux États-Unis, qui donc a été renversée il y a 2 ans à peu près. L'arrêt Roe contre Wade, qui rendait l'avortement légal dans tous les États, ça devenait donc un droit en 1972, a été renversé. Et donc maintenant, c'est aux États de décider s'ils veulent et dans quelles conditions autoriser l'avortement. Je précise que l'avortement n'est pas interdit aux États-Unis. Il s'en faut beaucoup. Il y a des États où c'est autorisé jusqu'à 9 mois. Hein. Donc il faut garder ça en tête, parce que dans n'importe quoi du débat public français, on a dit regardez, c'est très grave, l'avortement est interdit aux États-Unis, il y a des gens qui vont mourir des avortements clandestins. C'est du pipeau. Mais bon, voilà, fin de la parenthèse là-dessus. Oui, non, mais c'est un élément important. Absolument. Et donc, à côté de ça, il y avait, et c'était une très vieille revendication de l'extrême gauche, en gros, tous les ans, il y a une proposition de loi qui revient soit à l'Assemblée, soit au Sénat. Donc on est revenu en France, là. Oui. Qui dépose en général 2 grands sujets. Le premier, c'était introduire la Constitution à l'avortement, et supprimer la clause de conscience secondaire sur l'avortement. Alors je ne sais pas si les auditeurs sont au courant, mais les médecins en France ont une clause de conscience. Ils ont par construction, ce métier-là ne peut pas être obligé à faire quelque chose contre sa conscience. Et en plus, il y a une clause de conscience secondaire pour l'avortement, parce que l'avortement, quand ça a été légalisé en France, était considéré comme un meurtre. Je rappelle que ça a été une dépénalisation d'un meurtre, la loi Veil. Et donc, puisque c'était un meurtre, il fallait en face que les médecins soient encore plus protégés. Et donc, le principal enjeu de la constitutionnalisation de l'avortement, c'est ça. C'est est-ce qu'il va être possible de maintenir la clause de conscience secondaire, première chose, et 2, est-ce qu'il va continuer à être possible de s'opposer à l'avortement dans le débat public. Ça, c'est le débat d'aujourd'hui. C'est le débat d'aujourd'hui. Alors, tout le monde nous dit non, mais rassurez-vous, rien ne va changer. Et je ne sais pas si vous avez entendu un peu les débats à l'Assemblée, notamment Dupond-Moretti a beaucoup insisté là-dessus, rien ne va changer, mais il n'est pas en mesure de garantir, il a refusé d'ailleurs de garantir que la clause de conscience secondaire sera maintenue. Alors merci pour cette présentation. Donc si j'ai bien compris, une décision dans un pays autre que la France a des répercussions directes sur la vie politique française,
par jeu idéologique et médiatique, ça tombe, j'allais dire, ça tombait bien pour eux de faire C'est une bonne occasion. C'est une bonne occasion. Aujourd'hui, alors au moment où nous enregistrons, nous en sommes où dans la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat? L'idée, donc, c'est de le mettre dans la Constitution. Vous savez qu'il y a deux façons de changer la Constitution. Il y a le vote du Congrès et le référendum. Donc là, on n'a pas choisi le référendum. Enfin, le président n'a pas choisi le référendum. Et donc, on doit voter à la majorité à l'Assemblée, à la majorité au Sénat, le même texte. Et une fois que les deux assemblées ont voté, il y a une réunion du Congrès et à la majorité des 3/5, ils doivent voter de nouveau le même texte. Aujourd'hui, ça a été voté à l'Assemblée, un texte qui est assez proche de celui qui était sorti du Sénat quelques temps plus tôt. Alors là aussi, c'est très c'est très compliqué, mais c'est justement pour ça qu'il faut nous éclairer. À l'origine, c'est une proposition de loi donc d'initiative parlementaire. Une proposition de LFI en l'occurrence, il y avait donc LFI et Macron, LREM qui était en concurrence pour la proposition de loi, mais c'est la proposition de loi de LFI qui a été débattue. Et au Sénat, ils avaient trouvé malin, enfin moi j'avoue que je trouve que c'est vraiment de la finasserie, mais peu importe, ils ont trouvé malin de supprimer la logique de droit à l'avortement et de parler de liberté de l'avortement. Et donc c'est à partir du texte de la majorité de droite du Sénat qu'on est reparti sur un projet de loi, cette fois d'origine gouvernementale. Et donc, a priori, le Sénat est mûr pour voter ce texte-là, puisque c'est en gros son idée. Donc a priori, ça va être inscrit dans on va échapper à la constitutionnalisation de l'avortement. Même si le Sénat se fait un peu tirer l'oreille en ce moment, mais je pense que c'est plus pour... ce qui demandera, pour rester encore dans un aspect technique, la réunion du Congrès. Pour augmenter les enchères. Voilà. Je pense que, en fait, il y a autour de ça pas mal de questions sur le statut du Sénat. J'en parle d'autant plus volontiers que j'en viens, mais le Sénat, il n'est pas évident que ça serve encore à quelque chose. Et donc, le président du Sénat en particulier a dit qu'est-ce que c'est que cette façon de nous mettre un pistolet sur la tempe, parce que le président de la République avait annoncé une réunion du Congrès autour de la journée des femmes, ou je sais pas quoi, et donc, évidemment, ça voulait dire que le vote du Sénat était acquis d'avance. Et donc, le président a dit c'est quoi ces façons de nous forcer la main. Donc, le président du Sénat, Gérard Larcher. Alors, moi, ma question au prêtre qui nous... Enfin, merci Guillaume de ce topo, si je puis dire. C'est quelle est l'attitude que nous devons avoir comme catholiques face à ce sujet de la constitutionnalisation? Est-ce que ça change quelque chose pour nous, vraiment, au-delà de la question des médecins, qui est vraiment intéressante? Dans la clause de conscience, il y a deux aspects. Il y a la clause de conscience secondaire des médecins, mais il y a aussi, vous savez que depuis 20 ans à peu près, on a durci très lourdement. Avant, la propagande, avec la loi Veil, la propagande de l'avortement est interdite. Et depuis la loi Neyert, ce qui doit être début des années 90, contre notamment le docteur Dor, on a interdit de prier devant les avortoirs, et puis maintenant on a interdit ce qu'on appelle les délits d'entrave numérique, c'est-à-dire le fait de s'opposer sur les réseaux sociaux, ou sur Internet, à l'avortement. Alors c'est pas hyper clair d'ailleurs le statut de cette loi, mais enfin peu importe. Et donc il y a un sujet sur la conscience des catholiques et de tous les croyants d'ailleurs, parce que c'est assez généralement partagé, l'opposition à l'avortement, le fait est-ce qu'on pourra encore s'opposer publiquement à l'avortement. Et est-ce qu'on pourra enseigner au catéchisme? Absolument. Voilà, donc absolument. L'école sous contrat. Absolument. Ça fait partie des choses. Oui, donc, la question c'est... Est-ce que ça change quelque chose pour nous? Ça change oui. quelque chose. Donc, bien sûr, il faut être contre la constitutionnalisation de l'avortement, pour ces raisons, mais relativement. C'est-à-dire en disant, bon, dans le fond, ça ne change rien, c'est contre l'avortement qu'il faut être, et même au-delà, contre le fait que la loi puisse décider sur la loi naturelle. Autrement dit, le problème de fond, et du fond, c'est le régime de la démocratie moderne. Et ce sont les droits de l'homme. Quand en 1958, la Constitution a été présentée au vote des Français par référendum, un évêque, un seul, mais l'évêque de La Rochelle, a protesté sur ce point-là, sur le fait que la Déclaration des droits de l'homme faisait partie de la Constitution et qu'on ne pouvait pas voter pour un seul évêque finalement, donc La Rochelle, que son nom m'échappe, mais ça va nous revenir. Enfin bon, il n'y a pas eu d'avancement.
Non, mais enfin, disons qu'à l'époque, c'était concevable. On pouvait le dire dans le débat public, ce jour-là. Vous imaginez aujourd'hui, c'est absolument inconcevable. Effectivement. Père Thomas, vous, comment vous réagissez face... Alors, je vous avoue que on a toujours l'impression d'avoir atteint le fond du fond dans notre pays. Et puis, en fait, il n'y a pas de fond. Enfin, l'abîme est vraiment impressionnant. Moi, j'ai une nouvelle comme ça me plonge dans l'épouvante. Vraiment. Pas dans le désespoir, évidemment, mais dans l'épouvante. Et je me dis, c'est peut-être ce qui a saisi aussi les apôtres et les témoins de la crucifixion de notre Seigneur, quand ils ont pensé que, en fait, voilà, tout est perdu, voilà, plus rien n'a de sens. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce... Alors après, il y a eu la résurrection, évidemment, mais qu'on est un peu dans ce climat, et comme Monsieur l'abbé Barthes, alors, bien évidemment, il faut continuer, comme on peut, avec nos pauvres moyens, à parler à temps et à contre-temps, à lutter avec les moyens qu'on a, qui sont maintenant légalement très très limités. Mais ça ne résout pas le problème. Et comme Monsieur l'abbé Barthes, moi je suis d'accord. Le problème, c'est que il faut changer de régime. Oui, mais c'est encore moins facile de changer de régime que de critiquer l'avortement, si je puis dire. Peut-être pas, parce que on voit bien. Alors bon, c'est un autre débat évidemment, mais il me semble qu'on assiste aujourd'hui à l'agonie du régime républicain français. Je ne dis pas que la République en soi soit un mal, la démocratie moderne, voilà, mais telle qu'elle est en France, elle est aux abois, cette République, et cette 5e République. Vous trouvez qu'elle est aux abois ? Enfin, moi j'ai l'impression qu'elle est bien installée, qu'elle peut se permettre à peu près tout. Vous avez raison. Oui. Vous avez raison, parce que tout ça est suicidaire. Oui. Ce fait, par exemple, de continuer un peuple qui ne fait plus d'enfants, par exemple, et qui en plus les tue. Oui. C'est un effet. Oui, c'est ça. Enfin, mais tout de même, on est aussi au sommet de ce qu'est la démocratie entendue au centre d'Occident. Oui, oui, mais vous vous rendez bien compte qu'avec les problèmes qui existent dans la société française, tout ça est en train d'être ébranlé, ô combien. Donc il y a les apparences, mais la réalité, c'est que les fondations sont très vermoulues. On peut arriver assez rapidement à quelque chose, au chaos. Voilà. Alors là, s'il y a des hommes pour se saisir, encore faut-il qu'il y ait des hommes. Enfin, alors oui. Et s'il y a des évêques aussi, oui. Je pense. Mais dans les périodes de chaos, de cataclysme, etc., à ce moment-là, il y a des hommes providentiels qui surgissent. Dieu vous entende. Parce que tout le monde n'est pas lâche. Oui. Tout le monde n'est pas lâche. Mais il faut d'abord passer, je pense, par cette tribulation. Et c'est quand même terrible de penser que, avant de passer par cette grande tribulation, eh bien, il faut connaître de telles lois qui sont des lois, mais enfin complètement immorales et complètement criminelles. Ça veut dire que... Monsieur Léby, on ne vous a pas encore entendu. Bien, le régime parlementaire, enfin le régime démocratique, représentatif, c'est-à-dire qu'actuellement, tous pourris. Quand on parle d'une république aux abois, c'est que actuellement le peuple français n'a plus de confiance dans le caractère représentatif de ses députés, de ses sénateurs, de ses maires, sauf des individualités ou des confiances. Et donc ce manque de confiance peut aboutir à l'effondrement de la Ve République. Mais de la même, ce que la loi naturelle nous enseigne, c'est qu'il peut y avoir un système monarchique où un chef a la responsabilité du bien commun et a la confiance de son peuple. Il peut y avoir un système aristocratique où un ensemble de personnes gouvernent avec la confiance du peuple, et un système démocratique où les représentants élus, comme en Suisse, gèrent le bien commun. Mais il y a une loi, et Monseigneur de Moulin-Beaufort avait dit la loi de Dieu est plus importante que la loi votée par le Parlement. Il a été convoqué par le ministère de l'Intérieur, alors que c'est une vérité. Et dans les cantons suisses démocratiques catholiques, les lois qui étaient votées n'allaient jamais contre la loi divine qui était votée. Et donc, la question maintenant est de savoir comment on va continuer à, du fait du droit de l'homme absolu, aller contre Dieu, contre la nature, contre la vérité,
contre la vie morale et encourager la faiblesse humaine, puisqu'il y a des drames, il y a des femmes qui sont violées et qui tombent enceintes. Comment on va s'occuper d'elles? Comment on va leur faire accepter que cet enfant n'y est pour rien et qu'il est innocent? Ou alors lui permettre, si c'est trop odieux de le garder, de le confier à l'adoption? Comment on va aider des personnes dans une grande pauvreté, une grande détresse, à recevoir leur enfant? Ou à les confier à l'adoption. La réponse est donnée justement par la constitutionnalisation de l'avortement. On va pas les aider. Mais alors, pour être un peu apocalyptique quand même, en 1917, la Vierge Marie nous dit que la Première Guerre mondiale est due à nos péchés. Et elle dit aux 3 petits-enfants, vous en aurez une pire si vous continuez à pécher, et une nuit éclairée l'annoncera. Et ça, c'est dans les documents reconnus de l'apparition de Fatima. Et en 1938, vous avez eu une aurore boréale qui est descendue jusqu'au Portugal et le ciel était éclairé en pleine nuit. Et puis, là, vous avez Notre-Dame d'Akita, qui est reconnue, qui est le Lourdes du Japon, avec l'évêque du lieu et le Saint-Siège. Et la Vierge Marie nous dit, si vous continuez à pécher, vous aurez un châtiment pire que le déluge, et une grande partie de l'humanité va périr par le feu. Et donc, si vous voulez, à force de titiller le bon Dieu, vous avez une association qui a envoyé des petits bébés par la poste. Des petits bébés par la poste? Oui, des petits embryons formés de 2 semaines par la poste aux sénateurs et aux députés. Il y en a qui voulaient faire une action judiciaire contre lui. Je ne sais plus quelle est cette association. Ils ont envoyé en plastique un petit embryon. Vous avez eu peur? Oui. C'est comme ceux qui ont à la boutonnière les 2 petits pieds d'un enfant de combien de jours? 2 semaines? De l'âge de l'avortement, ça devait être 3 mais même 2 semaines. À 2 semaines, vous avez des petits pieds qui sont parfaitement formés. Vous avez quelqu'un qui s'est converti, une infirmière qui s'est convertie, parce que lorsqu'elle met les embryons dans le broyeur, dans l'avortoir où elle vivait, où elle travaillait, tout d'un coup, il y a un petit pied qui est tombé devant elle sur la table. Et le pied était parfait. Il était minuscule, mais il était parfait avec tous les... Et pof, elle a quitté l'avortoir. Monsieur Weber, vous vouliez réagir pendant... Je voulais réagir pour dire que nous sommes d'accord et que l'abbé Guelfuchet, à juste titre, distingue le régime de... C'est une vieille distinction, effectivement, oui. C'est très important, parce que quand on parle du ralliement, on se gourre là-dessus, parce que... On parle pas du ralliement, là. Non, je ne sais pas si vous avez saisi. Mais c'est sous-jacent. Et donc, il faut bien distinguer. C'est pourquoi nous disions, le père Tom et moi, la démocratie moderne. C'est bien sûr la démocratie. C'est ça, oui. C'est la remarque que vous vouliez faire. C'est le point important. Alors, qu'est-ce que vous entendez par démocratie moderne, donc? C'est les principes de 89, quoi. Voilà, de la Révolution, celle des droits de l'homme. C'est la loi et l'expression de la volonté générale. C'est à partir du moment où on considère que la représentation nationale a le droit de faire n'importe quoi, et moi je l'ai testé plusieurs fois, et je me souviens en particulier au moment de la loi Taubira, j'avais été voir les 10 à peu près plus conservateurs des sénateurs UMP, comme j'étais l'assistant du président, ils m'écoutaient, mais je leur ai dit, on pourrait faire, pendant la discussion générale, on pourrait faire un texte pour dire que le Parlement n'est pas compétent. Eh ben, sur 8, à peu près 7 m'ont dit, mais je comprends pas évidemment que le Parlement est compétent. Aucun des plus conservateurs, donc catho-pratiquants, etc., ne comprenait pourquoi le Parlement n'était pas compétent pour définir le mariage. Ce qui est... l'effondrement culturel, on ne mesure pas ça. Hein, mais l'effondrement politique, principalement. Et le seul qui ait compris, c'est l'actuel président du groupe UMP, Bruno Retailleau, qui a tout de suite compris où je voulais en venir. Il m'a dit, Guillaume, on ne peut pas dire ça. Je dis, mais monsieur le président, si on ne peut pas dire ça, c'est qu'on a perdu avant même de commencer la bataille. Si on n'a pas le droit de dire que la loi naturelle s'impose au Parlement, on a perdu... Alors évidemment, je l'aurais dit intelligemment, on n'aurait pas dit Saint Thomas d'Aquin exige que, enfin, d'autant qu'il n'exige pas grand-chose. Mais c'est incroyable qu'on n'ait plus le droit de dire, ou que ça soit devenu inaudible au sein du Parlement, que évidemment il y a des lois supérieures qui s'imposent à nous. Oui, mais comme ces lois supérieures ne sont elles-mêmes pas reconnues par la Constitution, qui est la loi suprême, de ce point de vue-là, vous... Non, mais bien sûr. Mais alors, très bien, mais... Enfin, pardon. L'abbé Guelfuchet, dans sa thèse sur le mariage, a bien montré qu'il y a une évolution de l'opinion qui fait que, dans le mariage se détache peu à peu de la loi naturelle.
quand l'opinion reste favorable, on va dire, à la loi naturelle, à la loi chrétienne, alors les choses, tant bien que mal, fonctionnent. Et on a pu supprimer le divorce, on sait très bien, c'est la restauration qu'il a fait, mais ça a été conservé sous les régimes successifs jusqu'à la République, la troisième, qui a tout de suite rétabli le divorce. Mais la première loi de la Révolution française, c'était le divorce. Exact. Alors, mais pour une raison extrêmement simple, c'est que fondamentalement, les principes de 89, c'est le pur contractualisme. Si nous sommes dans le régime moderne, nous avons décidé, nous, entre pairs, PIRS, de constituer une société. C'est complètement délirant. Enfin, je ne sais pas qui peut croire à cette mythologie, mais en fait, il n'arrive pas à sortir de cette mythologie. Oui, bien sûr, c'est Rousseau. Et Hobbes. Mais aussi, fondamentalement, la laïcité du régime. Parce que non seulement fait partie de la loi naturelle le fait de, en effet, respecter les lois de la famille naturelle. Mais la première loi, la première table de la loi, le respect de la souveraineté de Dieu. Et donc le culte rendu à Dieu. Et à l'Assemblée nationale, on commençait les sessions par une prière. Alors, pardon, jusque dans la Troisième République. C'est très intéressant tout ce que vous dites et c'est très juste. J'aimerais quand même qu'on revienne à l'avortement. Pour deux questions d'ordre différent. La première chose, c'est une sorte de bilan. Est-ce que, puisqu'on en arrive aujourd'hui à la constitutionnalisation, est-ce que les opposants que nous sommes à l'avortement, est-ce que nous avons fait des erreurs? Est-ce que dans le combat que nous avons mené, nous n'avons pas donné les bonnes accentuations, pris les bonnes méthodes? Enfin voilà, question très ouverte. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question en découlera, mais ça sera la suite de notre émission. C'est aujourd'hui, puisqu'on va être confronté sans aucun doute à cette constitutionnalisation, je vais y arriver, que faut-il faire? Mais d'abord, la question du bilan. Est-ce que nous catholiques, oui, nous, catholiques, opposants... Quand on dit nous catholiques, ça veut dire nous, et ça voudrait dire nous évêques. D'abord, et pour commencer. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Non pas qu'ils se soient pas... Ils ont quand même toujours, plus ou moins... pour la contraception, non, ils n'ont rien dit. En revanche... Même pour l'avortement. Pour l'avortement, je ne sais pas si vous avez lu le passage de Simone Veil était effrayant. Oui, Simone Veil, dans ses mémoires, met 2 pages sur l'avortement. Donc il y a un paragraphe sur la visite des évêques. Donc juste avant la loi, les évêques viennent la voir, lui parlent de la retraite des prêtres, et là, il y a une conclusion assassine, alors qui est probablement de la propagande, mais elle dit « J'en ai déduit que l'avortement ne les intéressait pas ». C'est extraordinaire. C'est le constat qu'ils n'ont pas parlé de l'avortement. Sachant qu'à l'époque, à l'Assemblée nationale, c'est extrêmement ric-rac. On a oublié ça. Oui, aujourd'hui, il y a une telle majorité qu'on a oublié. Mais la loi Veil était limite de ne pas passer. Oui, je me souviens que le député du Gers, Montesquieu, n'avait pas... Bien sûr, il y a plein de... Combien d'autres, oui. Alors, donc oui, d'accord, ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient, mais quelques-uns l'ont fait, quelques-uns l'ont dit. Le malheur, c'est qu'ils ne disent pas ce que nous disons, enfin ce qu'il faudrait se dire, à savoir relativiser la chose, et puis dire, par exemple... Quand vous dites relativiser la chose, pardon... Je vais m'expliquer. Pour ce qui est de la lutte contre le mariage homosexuel, bon, il y a eu quelques réactions épiscopales, mais fondamentalement, ce qui est catholique, bien sûr, puisqu'il y a eu la manif pour tous, etc. Ce que devaient dire les catholiques quand ils participaient à la manif pour tous, et surtout ce qu'auraient dû dire les évêques, c'est d'accord, il faut bien sûr lutter, mais nous ne luttons pas pour le bon mariage républicain. Absolument. On n'a rien fait du mariage républicain. C'est je ne sais qui même de la majorité qui nous avait dit, mais vous, pourquoi les catholiques vous protestez, puisque vous êtes le mariage pour vous, ça vous intéresse pas. Il aurait fallu le dire, ça. Mais qu'il fallait le faire quand même, parce qu'il s'agissait donc d'un scandale public, mais toujours revenir au principe, qui est celui de... disons-le, c'est un gros mot, mais l'État chrétien. Alors donc ça veut dire que dans la lutte contre l'avortement, nous aurions dû là aussi revenir au principe et dire que c'est le système, ou c'est le régime, ou c'est la démocratie moderne, etc. Mais là, vous mobilisiez personne, en fait. Pardon ? Il n'y a eu aucune mobilisation. Oui, mais personne ne se serait mobilisé. Les esprits catholiques étaient déjà... Il y a plusieurs choses à ce propos. La première, c'est que moi, j'avais proposé ça aux collaborateurs du Cardinal 23. J'ai dit, on va perdre cette bataille de la Haute-Bira. Évidemment, c'était écrit dans les astres. Enfin, on n'avait pas la majorité. Mais dans les astres, Guillaume. Mais
Il y avait une solution extraordinairement simple. Les évêques auraient dit, puisque le mariage civil a cessé d'exister, nous refusons la loi qui nous impose le mariage civil pour les mariages chrétiens. Fin de la partie. Il y aurait eu un prêtre qui aurait été en tôle, et puis c'est tout. Bien, pour le mariage, j'entends bien. Je reviens à l'avortement maintenant. Et donc, si on revient à l'avortement, en fait, il y a plein de petits trucs qui sont faisables. Par exemple, refuser les obsèques chrétiennes à des politiciens qui ont aggravé la situation de l'avortement. Je ne dis pas ceux qui ne se sont pas opposés suffisants, mais enfin, tous les jours, enfin pas tous les jours, mais tous les mois, on a des grands politiciens qui sont enterrés avec tous les honneurs de l'Église, alors que c'est objectivement des criminels publics. C'est pas à moi de décider s'ils ne le sont pas, mais enfin, l'Église a des lois, il y a un code, on peut pas faire n'importe quoi quand même. Et si on n'allait pas... Bien sûr. Par exemple, si on prend un cas précis... Par exemple, on pourrait dire... je refuse de donner la communion à Giscard, Chirac, machin. Et donc il a donné des obsèques chrétiennes pour Giscard d'Estaing, Chirac, etc. Enfin, moi, il me semble que ça serait cohérent avec le... Oui, exactement, bien sûr. Et par ailleurs, à côté de ça c'est notre loi interne en quelque sorte. Ça regarde, ça regarde personne ne peut nous imposer d'enterrer chrétiennement Giscard. Mais à côté de ça, il y a aussi, si on a cette logique-là, instantanément, ça crée une culture de vie. Moi, ce qui m'a toujours frappé, le décalage entre la France et les États-Unis pour ça est abyssal. Quand vous rentrez dans une paroisse aux États-Unis, toutes les semaines, il y a une messe pour les enfants à naître. Toutes les semaines, il y a une permanence d'une demi-journée pour accueillir les femmes en détresse. Toutes les semaines, il y a... Et ça déroule. C'est pas uniquement de dire on est contre l'avortement. On est contre l'avortement, mais on fait ça. On est contre l'avortement. Et donc, le prêtre appelle en chair à dire il faut aller prier devant les avortoirs pour réclamer la fin de l'avortement. Il faut ceci, il faut cela. Il y a un peu des contradictions, là, si je puis dire. Enfin, vous pensez qu'il faut attaquer les principes qui sont à la cause de tout ça. En effet, et les deux. Oui, les deux sont à faire. J'ai participé à toutes les manifestations de la Manif pour tous. Mais vous voyez, par exemple... alors que ça ne servait... On savait il fallait le faire pour... Et vous avez participé à toutes les manifestations contre l'avortement, en disant... j'étais à la dernière manifestation pour la vie, oui. Oui, ou pour la vie, plus exactement. Oui, mais quand même, je dis toujours, d'accord, mais c'est le principe qu'il faut... Mais je pense quand même que vraiment, c'est les évêques qu'il faut viser. C'est à eux à parler. Il ne faut pas les viser, il faut leur réclamer d'intervenir. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. C'est d'eux. On dit les catholiques, d'accord, mais les catholiques sont d'abord les pasteurs, sont eux qui forment l'Église. Le père Thomas n'a pas parlé jusqu'ici dans une méditation profonde, je n'en doute pas, mais quel regard vous portez sur le passé, sur le bilan de cette opposition ? Je crois que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, l'honneur est parfois dans la défaite. Mais à condition que la défaite provienne d'un combat, voilà, et pas d'une lâcheté, évidemment, pas d'une passivité. Et peut-être une erreur des catholiques a-t-elle été de rester dans une petite chapelle et de ne pas essayer de rassembler les forces qui étaient contre l'avortement et qui sont toujours contre l'avortement et qui se trouvent en dehors de l'Église catholique. Par exemple ? Les musulmans. Eh bien, par exemple, les musulmans et par exemple des hommes de bonne volonté, vous voyez, parce qu'il y a encore un bon sens commun. Et en ce qui concerne la vie humaine, je crois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui, quelle que soit leur couleur politique, quelle que soit leur couleur religieuse ou leur absence de couleur religieuse, sont capables de voir ce qui est vraiment sacré et ce contre quoi on ne peut pas, ce envers quoi on ne peut pas toucher, enfin ce qu'on ne peut pas toucher. Donc je crois que là, on a dû manquer peut-être un c'est virage. pas ce qui se passe à la manifestation pour la vie tous les mois de janvier où on vient qui vieux en fait. C'est pas c'est que des cathos. Oui. Je sais pas, mais oui. Donc je pense qu'il y a un manque de professionnalisme aussi chez les catholiques qui est frappant. Alors dans ce domaine comme dans les autres, hein, on est toujours un peu amateur, on fait ça avec des bouts de ficelle, ou bien parfois avec un esprit aussi un peu étroit. Donc voilà. J'aime bien quand vous me dites ça en me regardant. Non, parce que je vous regarde, mais sans accusation. On fait honte à cause des situations dramatiques
de femmes violées ou de femmes qui ont des enfants ou des maladies. Comment dire, comme disait le pape François, il n'y a plus de nains. Pourquoi il n'y a plus de nains? Ils sont tous avortés. Donc les acteurs nains actuellement devraient être contre l'avortement. Ouais, alors attendez, là on essaye de faire le bilan là Oui, mais c'est de qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Aux États-Unis, ils font des documentaires, ils font des films. Nous, le Cri du silence, on a petit à petit empêché qu'il soit diffusé dans l'enseignement catholique. Or, ce petit film a des adolescentes ou à des adolescents, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les garçons ou c'est les hommes qui avortent, hein, aussi. Qui font avorter. Qui font avorter. Mais voilà ce qu'on a manqué. Vous nous demandez qu'est-ce qu'on a manqué? Mais les Américains, eux, ils ont des films où vous avez la femme du planning familial qui est là en train de tapoter avec ses ongles. Et puis, dans ce film, la fille de 16 ans qui arrive pour avorter, il y a une fille qui est à l'extérieur avec une pancarte « Il ne faut pas avorter, avorter c'est un crime ». Et elle voit la fille de 16 ans entrer dans le planning familial. Et puis, elle a court d'arguments. Alors, elle dit « Il a des ongles ! Il a des ongles !» Hein? Elle rentre, elle est au guichet et tout, et la femme du guichet tapote sur la table avec ses ongles. Et attends, elle a des ongles, et son enfant a des ongles. Mais c'est des films américains. Vous n'aurez pas un seul film français, un seul évêque français. Les évêques font pas les films, c'est pas leur rôle. Non, mais ils peuvent pousser à faire des films. Hein. Alors, bilan... Sur le bilan, mais par ailleurs, encore une fois, il y a plein de choses qui sont accessibles. Il y a quelques années, Mélenchon disait l'avortement c'est un drame. Si déjà on obtenait qu'il y ait communément dans la classe politique l'idée que l'avortement est un drame, ce serait un énorme succès. Oui, mais non, mais je dis pas que ça suffit. Je dis simplement que aujourd'hui, c'est un droit. Dis non, attendez, avant de parler de droit, c'est un drame. Autre chose, on sait les dernières statistiques remontent au moins à 20 ans, mais il y avait 90% des avortements qui étaient contraints. Admettons qu'on n'est pas obligé d'accepter le principe d'avortement, mais on peut dire luttons contre les avortements obligés. Rien que ça, on fait effondrer. En fait, on peut faire plein de choses. Encore une fois, pour moi, le gros avantage du catholicisme américain par rapport à nous, c'est qu'ils avaient une vision qui était renversée l'avortement tout court. Hein, c'est pas, ils s'arrêtent pas, ils se sont pas arrêtés avec la Cour suprême. Hein, ça continue. Mais donc leur objectif, c'est 0 avortement aux États-Unis. Mais avant ça, il y a plein de trucs à faire. Il faut restaurer une culture de vie. Il faut restaurer l'accueil des femmes en détresse. Il faut restaurer l'accueil des enfants. Comment est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, je crois, à ma connaissance, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais à ma connaissance, en France, il n'y a pas une paroisse qui organise l'accueil des femmes en détresse. Mais c'est pas normal. Si, ça y en a, heureusement. Père Thomas, vous vouliez intervenir? Je retire ce que j'ai dit. Mais enfin, je pense que c'est vraiment trop peu. Hein. Oui, c'est de toute façon trop peu. Oui, ce qui m'impressionne, c'est la perversité qui existe pour... imposer donc non seulement l'inscription de l'avortement dans la Constitution, mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines qui sont contre la loi naturelle. Donc, et imposer l'absence de débat. J'ai bien vu que la réaction dans les médias, y compris dans les médias qui sont considérés à tort par les catholiques traditionnalistes comme plutôt favorables, je ne vais citer aucune chaîne de télévision, mais bon, avec tel ou tel chroniqueur, c'était « Ah, mais de toute façon, il n'y a pas débat. » C'était décidé d'avance, il n'y a pas débat. Et toutes les femmes sont pour. Vous voyez, c'était la conclusion. Donc, moi, ça m'inquiète beaucoup, en effet, pour la suite, parce que si on commence à dire, y compris parmi les gens qui sont soi-disant les plus favorables, il n'y a pas débat, il n'y a même pas de question, en fait. Il n'y a pas de question. Donc on passe à autre chose. Justement, question, mais pas pour passer à autre chose. Quand la constitutionnalisation sera passée, est-ce qu'une émission comme celle que nous faisons pourra continuer à être diffusée? Alors, c'est une très bonne question. Parce que là, on ne fait pas grand-chose, en fait. On diffusera, mais de la prison. Oui, c'est ça. Mais c'est moi qui est en prison, vous inquiétez pas. À ce stade, on ne sait pas très bien quelle est la portée de non, mais c'est pour saisir. Non, mais je vais répondre, c'est pas du tout pour me défausser. Donc, aujourd'hui, la loi qui s'impose à une émission comme celle-là, c'est la loi sur le délit d'entrave numérique.
Ce qu'ont dit les parlementaires quand ils ont voté cette loi, qui est une loi unique, hein, c'est délirant d'interdire de proposer aux femmes sur les réseaux sociaux de garder leur enfant. Aujourd'hui, c'est strictement interdit. Mais ce qu'ont dit les parlementaires à ce moment-là, c'est ce qui est interdit, c'est de se parer des atours de la médecine pour dire aux femmes que c'est un vrai enfant, pour dire aux femmes qu'elles vont avoir un syndrome post-narcissique, etc. Donc, quand vous êtes un journal d'opinion qui lutte contre l'avortement, pour l'instant, vous avez le droit. Il n'y a pas de délit d'opinion encore. Pour l'instant, il n'y a pas de délit d'opinion, sauf que je ne vois pas comment ce truc-là sera tenable longtemps. Et donc, à mon avis, nous nous orientons vers une ère de persécution, évidemment. Sur ce sujet-là, bien sûr. C'est au Canada, je crois que c'est au Canada, vous avez une personne qui a été arrêtée parce qu'elle priait à 100 mètres de l'avortoir. Les policiers sont venus l'arrêter en lui disant « Qu'est-ce que vous faites ?»« Je prie. » « Mais vous priez contre l'avortement ?» Ils l'ont embarqué. Là, si vous voulez, au Canada... On a déjà atteint ce stade une dictature. Et de persécution. C'est une dictature. Alors, maintenant, que faire? Parce que nous assistons à un aspect politique, en fait. Je nie pas tout le côté d'aide aux femmes, de messe pour la vie, de ce que vous disiez, Guillaume, de restauration d'une culture et de vie, c'est évidemment nécessaire, mais les lois... depuis 1975 passent petit à petit et renforcent tout un arsenal politique et judiciaire en faveur de l'avortement, avec un changement d'opinion. Là aussi, on voit le rôle des institutions et des lois. C'est que la majorité des Français étaient plutôt contre l'avortement avant 1975, et aujourd'hui... Vous avez un roman de Simon Maigret chez le Docteur, je crois, où il s'agit le méchant, ou abominable, hein, je ne sais pas si c'est vraiment ce titre-là, mais enfin, le méchant abominable est un médecin qui pratique les avortements. Voilà, aujourd'hui, ça serait le même roman, ça serait gentil. Bon. Alors, que fait-on? Que peut-on faire, ou que fait-on et que peut-on faire politiquement? Est-ce qu'il faut faire sécession avec ce régime, avec ce système, avec les idées de démocratie moderne? Est-ce qu'il faut continuer des combats parcellaires Attention au séparatisme et à la prison. Attendez, avant de... Je pose des questions. Ils veulent légiférer sur le séparatisme. Ils l'ont fait déjà. Donc, le fait d'être contre les valeurs républicaines, on irait en prison. C'est l'Union soviétique, c'était finalement plus agréable. Oui. Peut-être pas plus agréable, mais... Non, ça sera mais le jour où on ira en prison pour ça, ça sera quand même... on retrouvera l'Union soviétique. Oui. Et sous le manteau de l'amour et de la démocratie. Ça sera, c'est merveilleux. Monsieur l'abbé. Oui, sécession, c'est évident. J'allais dire prison. Il faut faire sécession, mais on ne peut le faire que moralement pour l'instant. C'est clair. Alors, mais ça veut dire quoi, faire sécession moralement? Ça veut dire ce que nous sommes en train de faire et de dire, hein, c'est de condamner les principes même du régime en question, qui amènent à tout ça. À commencer par le divorce, etc., la contraception, le non-respect de la loi de Dieu en général, et jusqu'au pire, au crime. Évidemment, qui sont intolérables au sens strict du terme, puisqu'il s'agit du meurtre de l'innocent. Donc voilà, attaquer le régime, et comme il est, s'expliquer là-dessus. Mais je continue à dire que... Avec une souffrance, visiblement. Oui, vraiment, il faudrait convaincre les évêques de le faire. C'est tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons dire, y compris justement dans cette sécession morale d'abord, c'est les évêques qui devraient nous l'enseigner, qui devraient l'enseigner au peuple chrétien. J'en suis intimement persuadé. Parce que les évêques ont un rôle politique, en fait. Ben oui. La loi de Dieu est supérieure à la loi de la République, ça a été dit. Oui, alors c'est très bien. C'est extraordinaire. Et immédiatement retiré. Oui. Et ça a été osé, c'est extraordinaire. On pense toujours aux évêques qui ont sauvé la civilisation dans l'Antiquité tardive. Saint-Aignan. Bien sûr, la situation était infiniment moins grave qu'aujourd'hui, même s'il n'y a pas de mort, même s'il n'y a pas d'invasion armée, même si... Enfin si, il y a des morts, mais sauf qu'on ne les voit pas. Donc on a une bonne conscience là-dessus. Oui, c'est vrai. Tout à fait. C'est juste. Enfin, donc, bref, à ce moment-là, les évêques ont été les défenseurs civitatis. Défenseurs de la cité, oui. Ils doivent aussi l'être aujourd'hui.
quand il y a défaut d'hommes politiques, puisque c'est le cas, il n'y en a pas. Pas d'hommes politiques qui puissent parler haut et fort, et puis donc c'est tout. Point de suspension. Oui, donc très bien. Père Thomas. À l'époque de notre Seigneur, il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas très bien dans la société d'Israël, et bon, les Juifs l'ont quand même invité plusieurs fois à prendre des moyens qui étaient des moyens politiques aussi pour retourner la situation. Or, lui, il n'a utilisé que la force de la parole. Alors certes, il était la parole divine incarnée, mais il nous a légué cette parole. Alors, il est possible qu'un jour, cette parole nous soit également refusée, mais pour l'instant, on peut encore parler. Et je crois que dans l'histoire de l'Église, les grandes choses se sont faites aussi par l'enseignement de la parole divine, mais par l'intermédiaire de la parole humaine. C'est le cas de tous les grands saints, de tous les docteurs de l'Église, etc. Donc il faut continuer dans ce sens. Ce détail près pour ce qui concerne la situation à l'époque de notre Seigneur, c'est qu'il était dans une société en effet pleine de péchés, oui, mais qui était une société, on va dire, croyante, d'ordre naturel. Oui, bien sûr. Voilà. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui. De manière courte, Monsieur Lavé. Il y a une chose que les évêques devraient dire, et que notre Seigneur disait bien clairement, c'est qu'elle est étroite la porte qui mène au salut, et large la porte qui mène à la perdition, et que ces hommes politiques seront damnés pour l'éternité. Et là, voyez-vous, on peut mettre des évêques en prison, des prêtres en prison, mais eux, à leur mort, ils seront en enfer pour l'éternité. Ils seront brûlés vifs pour l'éternité. Et ça, on le disait avant quand même aux pécheurs. Et c'est une dimension, vous voyez, comment dire, à ce moment-là, on est pris pour un fou, mais moi, brûlé, cramé comme je suis, j'ai plus rien à perdre. Mais si vous voulez... J'aurais pas employé le terme cramé, après ce que vous venez de dire. Mais à un moment donné, il faut quand même leur dire que, comme le disent les psaumes, ces hommes qui sont puissants, ils mourront. Ça fait pas... Mais ça, jamais on utilise ce moyen. Vous remarquerez ? Guillaume, je vous laisse conclure cette émission puisque vous l'avez ouverte finalement. Moi je pense que la première chose c'est que la liberté ça s'use si on s'en sert pas, et donc tant que c'est pas interdit il faut continuer à parler, et je pense même quand ce sera interdit il faudra continuer à parler. Faut jamais perdre de vue que même les totalitarismes se sont souvent mis à genoux devant la parole. Le totalitarisme soviétique ou le totalitarisme nazi, ils ont cédé, pour le nazisme c'est d'abord la force militaire, mais ils ont pétoché devant des petits groupes d'intellectuels, Solzhenitsyn ou des gens comme ça. Donc la force de la dissidence c'est quand même assez... évidemment le rapport de force est très différent, hein. On a toute la coercition d'État d'un côté et juste la parole de l'autre. Il n'empêche que c'est quand même la parole qui a gagné. Et donc ça c'est la première chose. Et il faut pas du tout... il faut pas être dingue non plus, hein, mais il faut aussi avoir en tête que ce système-là, comme il est totalitaire, va aussi s'effondrer. Et je dis totalitaire tout à fait, en pensant tout à fait ce que je dis, totalitaire parce qu'il repose sur les principes totalitaires de 89, et totalitaire aussi dans le côté contradiction. Moi, j'ai été très frappé du nombre de personnes qui sont pour la constitutionnalisation de l'avortement, mais se disent, c'est quand même bizarre qu'on ait dans la même constitution l'interdiction de la peine de mort pour les assassins et l'autorisation, l'interdiction de critiquer la peine de mort pour les innocents. Et quand, le collapsus des deux rend la Constitution absolument illisible. Et donc, ce système, moi je pense effectivement qu'on vit la fin de la Ve République, pas du tout parce que nous sommes puissants, que nous allons renverser. Elle est contradictoire. Avec ce point, il y a quelques autres points majeurs dans la Constitution qui posaient des problèmes, mais aujourd'hui, elle est visiblement contradictoire. Et donc, à mon avis, cette société-là va s'effondrer. Merci beaucoup pour vos analyses sur un sujet qu'on n'a évidemment pas épuisé malheureusement, mais en tous les cas il faudra toujours continuer à se battre contre et l'avortement, répondre aux besoins des femmes, et aussi le contester politiquement, voire le renverser quand ça sera possible. J'en profite nous avons en quelque sorte un modèle de combattante. C'est une femme qui est Sainte Jeanne d'Arc,
les hommes d'armes combattront et Dieu donnera la victoire, mais pour ça, il faut quand même qu'on combatte. Et voilà, il faut combattre. Pourquoi est-ce que je parle de Sainte Jeanne d'Arc? Tout simplement parce que c'est le dernier hors-série de l'Homme Nouveau que je vous invite à vous procurer. Ça vous donnera quelques munitions, au moins intellectuelles et spirituelles, pour les temps que nous nous préparons et qui seront certainement très difficiles. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons, j'espère, la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau thème et de nouveaux invités. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir.